Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 1245. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers doivent s'adapter à un monde dominé par les droitiers. Comment vivent-ils? Nous irons à la découverte d'une gauchère dans cette édition. Face à la croissance démographique, l'Afrique doit pouvoir suffisamment produire pour satisfaire ses besoins alimentaires. Le continent doit pouvoir compter sur ses agriculteurs pour relever ce défi. On parle du sport d'entretien que de nombreux Béninois pratiquent sans adopter de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices physiques, ce qui pourrait nuire à leur santé. À l'inverse des droitiers, les gauchers sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Les gauchers représentent environ 12% de la population mondiale et les clichés qui leur collent à la peau constituent une stigmatisation. Pourtant, ils seraient plus à même d'être des génies en raison de la façon dont ils réfléchissent. Comment vivent les gauchères dans un monde dominé par les droitiers? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans le quotidien d'une gauchère, élève en classe de 6e. Louis Koudogbo, Émile Azokbouta. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers, s'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter, mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public. Du coup, c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs. Il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. Merci à vous, Émile Azokbouta. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue, ayant pour conséquence l'exode rural. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour réduire le niveau de la faim et de la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douis Arossouré, agronome, nous parle de ces défis au micro de Edwige Agossou et Ulvaïs Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça, c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez,
est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont 3 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Parlons à présent des bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien. Le sport d'entretien est une activité à laquelle s'adonnent de nombreux sportifs qui ne font pas toujours attention à leur alimentation. Parfois, certains sportifs prennent de l'alcool après les séances d'exercice. Un moyen, disent-ils, pour lutter contre la fatigue. Mais sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage? Perspective Tossa nous renseigne. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool. Une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kcal en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leur vieille habitude pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, ils font 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur.
l'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. Autre information dans ce journal avec la compilation des faits marquants de l'actualité nationale, La Nation en bref, c'est avec Rodrigue Babagbeto. Désormais, une veille permanente au Bénin en matière de sûreté radiologique, de radioprotection et de sécurité nucléaire. Le comité de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection au Bénin a connu l'installation de ses membres. Le président a pour nom Bertin Bada et a à sa charge 6 membres représentant les ministères de l'énergie, du cadre de vie, de l'intérieur, de la santé et de l'enseignement supérieur. Le comité de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection est un organe public à caractère scientifique et technique créé grâce à la loi 2017-2019 portant sécurité radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. À ce conseil de surveillance s'ajoute le secrétariat permanent qui en est l'organe exécutif. L'institution a pour mission de garantir la protection nucléaire et fonctionnera de façon permanente. Contribution des forces armées et de sécurité publique à la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. C'est le thème sur lequel s'est tenu à Cotonou durant 2 jours ce colloque régional qui a réuni des officiers venus des pays de l'espace CEDEAO tels que le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le dit colloque se révèle comme une occasion inédite pour passer en revue les acquis liés à la participation des forces de défense et de sécurité dans la croisade menée contre la Covid-19. La justice veut sévir contre les grands détenteurs de sachets plastiques. Autant les lignes bougent du côté du ministère du cadre de vie dans le sens de la répression, autant la justice de son côté est impliquée pour cette éventualité. Le tribunal de Lokossa a informé mercredi les membres de la conférence administrative départementale du Koufo du démarrage en octobre prochain de la phase répressive qui suit la sensibilisation des populations sur la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Cette répression va, selon les propos du magistrat rapportés par l'agence Bénin Presse, consister au ramassage systématique de tous les stocks de sachets non biodégradables dans des magasins, dans les marchés et boutiques. Les stocks qui demeurent actuellement en magasin seront tous empêchés d'être vendus et seront saisis et seul le gouvernement va destiner le sort qu'il faut. Cependant, des alternatives sont en cours avec des agréments accordés pour la production et l'importation des sachets biodégradables. En Côte d'Ivoire, la récolte de noix de cajou va atteindre un niveau historique en 2020. D'après l'exécutif, la production d'orgueil pourrait atteindre 902 000 tonnes d'ici la fin de la campagne, soit 100 000 tonnes de plus que les prévisions précédentes. Cette performance se justifie, selon le gouvernement, par la fermeture des frontières du fait de la Covid-19, une meilleure maîtrise de la contrebande frontalière terrestre, de meilleures conditions agronomique et la mise en œuvre efficace d'un nouveau système de suivi statistique. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à bientôt.